Attentat du Radisson Blu de Bamako, le centre de gravité des émotions en transport dans les représentations diplomatiques du Mali à l'étranger. À Abidjan, le Premier ministre ivoirien affiche la solidarité de son pays. À Washington, politiques et diplomates se succèdent pour signer le livre de condoléances. L'eau potable de Kabala pour Bamako se fait de plus en plus limpide, du moins le projet. L'Italie y injecte plus de 7 milliards de francs CFA. Le projet Kabala va assurer l'approvisionnement correct en eau potable, la capitale des Trois Caïmans. La signature de protocole d'accord de financement du projet s'est effectuée en présence des ministres en charge de l'énergie et celui des finances. Nous sommes mardi 24 novembre. Bienvenue à la grande édition de l'ORTM. Le vice-président du Ghana était en visite cet après-midi dans notre pays. Amissa Arthur vient de quitter Bamako tout à l'heure. Il était porteur d'un message du président John Dramani Mahama à son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Dans ce message, le chef de l'État ghanéen exprime sa solidarité et son soutien au peuple malien suite aux attentats terroristes contre l'hôtel Radisson le vendredi dernier. Reçu également par le chef de l'État, l'envoyé spécial du président gambien Yahya Jammeh, Salomon Owens, au nom de son peuple, s'est dit très touché par ces événements douloureux. Le compte rendu d'audience à Koulouba avec Bourama Traoré. Soutien, solidarité et assistance, ce sont là les maîtres mots des échanges entre le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et l'envoyé spécial du président gambien. Solomon Owen est porteur des messages de condoléances de Yahya Jammeh à son homologue malien suite à l'attaque terroriste contre l'hôtel Radisson Blu. Et l'événement douloureux durement ressenti en Gambie selon l'émissaire du président Yahya Jammeh. Le président Jammeh a condamné donc ces événements atroces qui se sont passés et offre toute son assistance et tout son appui au gouvernement et au peuple de la République du Mali. Le chef de l'État reçoit également des mains du vice-président ghanéen le message de condoléances de son homologue John Dramani Mahama, et message aussi de soutien et de solidarité. À en croire l'envoyé spécial du président du Ghana, l'attaque contre l'hôtel Radisson pose la nécessité de renforcer la coopération en matière de renseignement. Il s'agit donc de renforcer la coopération entre les services de renseignement des pays de la sous-région afin de partager l'information, les renseignements avant que les criminels puissent sévir dans les différents pays. Quant à la délégation du groupe Radisson, elle est venue exprimer sa reconnaissance au président de la République. La réaction prompte et efficace des autorités a permis de déjouer le massacre planifié. Je lui remercie pour tout le soutien que M. le Président et son gouvernement ont donné dans les terribles événements qui s'est dépassé le vendredi à Radisson Blu de Bamako. On a beaucoup apprécié la réaction des forces de sécurité. Dans les jours à venir, ce qui est prévu, c'est premièrement d'aider les familles, nos employés, de rétablir le service de l'hôtel le plus vite possible. La rencontre entre le président de la République et les différentes personnalités confirme une évidence. Le Mali ne sera jamais seul dans le combat contre le terrorisme. Voyons à présent l'arrivée et le départ du vice-président ghanéen. C'est le Premier ministre Modibo Keïta et des membres du gouvernement qui étaient à l'aéroport international de Bamako, Sénou. Mariam Sagara et Toumani Diabaté étaient également présents. À l'arrivée comme au départ du vice-président ghanéen Pa Akwisi Amissa Arthur, la quasi-totalité des membres du gouvernement étaient là aux côtés du Premier ministre. Ce geste valait son pesant d'or, car nos autorités répondent ici et toujours à l'amitié et à l'honneur des amis du Mali. Malgré le retard accusé par le Falcon 900 dans la matinée, les ministres sont restés pour partager cette marque de solidarité des frères ghanéens à hauteur de souhait. Ils ont exprimé toute la reconnaissance du peuple malien envers l'hôte du Premier ministre Modibo Keïta. Pa Akwisi Amissa Arthur n'a pas regretté d'abandonner son calendrier chargé pour se rendre à Bamako parce que satisfait de l'accueil qui lui a été réservé.
En fin de matinée, le Premier ministre, toujours avec son gouvernement, a raccompagné le vice-président ghanéen à bon port. Et c'est à 17h40 passé que le Falcon 900 a décollé de l'aéroport Bamako-Sénou, laissant derrière lui le gouvernement malien, les amis, les compagnons et quelques Ghanéens résidant au Mali. La vague de compassion à l'endroit du Mali continue à travers le monde, largement commentée aux États-Unis. La plupart des grands médias américains ont consacré de nombreux sujets à l'événement. Je vous rappelle qu'une ressortissante américaine figure parmi les victimes. Une attaque fermement condamnée par les responsables gouvernementaux et les citoyens ainsi que la communauté diplomatique présente à Washington. Ils sont très nombreux à passer signer le livre de condoléances ouvert à l'ambassade du Mali pour témoigner leur soutien à notre pays. Le récit de Salif Sanogo depuis Washington. Rarement une actualité africaine aura été autant commentée par l'ensemble des médias américains sur plusieurs jours. S'il est clair que la présence d'une Américaine parmi les victimes de l'attaque du Radisson Blu de Bamako aura aiguisé l'attention des grands médias ici, il est aussi vrai que dans l'ensemble, ils ont tous fermement condamné ce acte terroriste ignoble. D'ailleurs, c'est depuis l'Asie où il se trouvait que Barack Obama aura été l'un des tout premiers chefs d'État étrangers à condamner la prise d'otages, réaffirmant son soutien et celui des États-Unis au Mali. De la même manière, des médias locaux ont aussi pris le relais. La revendication faite par le mouvement de Mokhtar Belmokhtar a été largement commentée et analysée, surtout que le borgne avait été donné comme mort après un raid américain en Libye, il y a juste quelques mois. À l'image du reste du Mali, notre mission diplomatique à Washington observe les 3 jours de deuil national avec le drapeau national en berne. Parallèlement, un livre de condoléances a été ouvert pour le temps de ce deuil national. Les amis du Mali, qu'ils soient diplomates, responsables ou simples citoyens américains, font le déplacement pour exprimer leur solidarité avec notre pays. Entre la journée de lundi et celle de ce mardi, ils auront été des dizaines à s'être déplacés pour venir signer le livre de condoléances. Et à travers les différents messages laissés, chacun exprime sa solidarité au Mali et ils estiment également que le Mali doit rester debout car il a avec lui le monde entier pour pouvoir lutter contre cette barbarie à travers le terrorisme. Merci Salif Sanogo depuis Washington. Même témoignage de soutien sur le continent. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Denkan s'est rendu à l'ambassade du Mali à Abidjan pour présenter les condoléances du président Alassane Ouattara, du gouvernement et du peuple ivoirien à notre pays. Le chef du gouvernement ivoirien s'est dit solidaire du peuple malien avant de rassurer l'ambassadeur Ousmane Agrissa du soutien indéfectible de la Côte d'Ivoire en faveur du Mali dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le commentaire de Boubacar Sissoko. Quoi de plus normal que d'assister un voisin en difficulté? C'est tout le sens de la présence du Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Denkan à l'ambassade du Mali à Abidjan. Il s'y est rendu en compagnie de plusieurs membres du gouvernement ivoirien. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Denkan, a donc écrit dans le livre de condoléances la compassion du président Alassane Ouattara et celle de l'ensemble du peuple ivoirien à l'endroit de notre pays. La Côte d'Ivoire ne peut demeurer insensible au drame que les populations ont subi lors de cet attentat crapuleux perpétré à l'hôtel Radisson de Bamako et qui s'est soldé par de nombreuses victimes maliennes et étrangères, a écrit le Premier ministre Daniel Kablan-Denkan. Par ailleurs, ce visiteur de haut rang a souhaité prompte guérison aux blessés. Ensuite, il a rassuré l'ambassadeur malien en poste à Abidjan pour tout le soutien du président Alassane Ouattara et du gouvernement ivoirien afin de lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes dans l'espace CEDEAO. Très ému, l'ambassadeur Ousmane Agrissa, après avoir condamné l'attentat, a remercié le Premier ministre ivoirien de cette assistance morale qui contribue au raffermissement des liens d'amitié et de fraternité entre nos deux pays.
Notez qu'après le Premier ministre, d'autres personnalités se sont rendues à l'ambassade du Mali pour signer le livre de condoléances à Abidjan. Ainsi, se sont successivement rendus à l'ambassade du Mali à Abidjan une délégation de députés conduite par l'honorable Sulu Cagnon Augustin, premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'ancien ministre Amara ici et les ambassadeurs Leonid Rogov de la Fédération de Russie, Dr Moussa Aloua du Niger, Mohamed Abdelaziz d'Algérie et Hugues Chantry du Royaume de Belgique. Toutes ces personnalités ont fermement condamné l'acte, présenté leurs sincères condoléances aux familles des victimes et exprimé leur soutien au gouvernement et au peuple malien dans leur lutte implacable contre le terrorisme. Nous allons retourner à Koulouba dans l'agenda des audiences du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, également reçu le commandant de la force Barkhane. Le général de division Patrick Breitous affirme que ce qui s'est passé au Mali ne fera pas changer de stratégie à la force Barkhane. À la suite du général Breitous, Ibrahim Boubacar Keïta a accordé une audience au président du Conseil de la transition du Burkina Faso, Mohamed Diarra, reportage. Le Mali et la France, un même destin et un même combat. Neutraliser les terroristes juste dans leur dernier retranchement. Ainsi peut-on schématiser le message que le commandant de la force Barkhane est venu passer au président de la République après les récents événements malheureux survenus dans ces deux pays. Pour ce qui concerne la stratégie de Barkhane, elle ne change pas. Elle vise à combattre les terroristes, à les maintenir sous pression en permanence, à ne leur laisser aucun repos, aucun répit, et jusqu'à ce que nous les fassions prisonniers ou que nous les éliminions. Donc nous continuerons à agir auprès du peuple malien dans la durée. Donc la stratégie ne change pas. Il faut combattre les terroristes et les convaincre que la solution pour le Mali, ce sont les accords de paix et la prospérité pour le Mali. Pour le patron de la force Barkhane, l'appui sur-régional voire international ne fera pas défaut aux forces maliennes et onusiennes. La voie est tracée par le G5 Sahel. Nous menons des opérations conjointes avec les forces maliennes, avec la MINUSMA. Vous savez que nous menons aussi des opérations transfrontalières avec l'ensemble des pays du G5. D'ailleurs, les chefs d'état-major ont signé au début novembre à Ouagadougou une charge de partenariat militaire conjoint transfrontalier pour mener des opérations de part et d'autre des frontières pour traquer les terroristes où ils sont. Parce qu'eux, ils n'ont ni honneur ni frontières, donc nous irons les chercher de part et d'autre grâce à la coopération entre les armées des pays du G5 et tout particulièrement Barkhane agira au Mali avec les forces armées maliennes et la MINUSMA. Sur les pas du commandement de la force Barkhane, le président du Conseil national de la transition au Burkina Faso, et le message est le même. Ce qui arrive au Mali, ça arrive au Burkina. Parce que nous sommes la même chose, donc nous avons tenu à être là pour pouvoir dire aux autorités maliennes, au peuple malien, que nous souhaitons qu'ils aient le courage, la puissance et la majesté du lion et qu'ils aient la force du buffle. Nous l'avons dit, nous le répétons, le Mandé ne s'est jamais couché et le Mandé ne se couchera pas. En tout cas, cette solidarité internationale est une source de réconfort pour le peuple malien attristé par les événements du 20 novembre dernier. Et par rapport à l'attentat du Radisson, nous continuons de recevoir des communiqués. Ibrahim Djobélé, bonsoir. Bonsoir Nania Aliou Traoré, mesdames et messieurs, bonsoir à vous également. Nous sommes là encore ce soir car l'émotion est toujours grande, la colère encore réelle, les réactions encore vives. Le monde uni contre le terrorisme, le Mali supporté dans sa douleur par la communauté internationale. Un élan de solidarité qui se manifeste depuis le vendredi noir au Radisson Blu Hotel de Bamako, 5 jours après la tragédie qui a fait 22 morts. La rédaction de Mali Actualité enregistre les nombreux messages de compassion, de solidarité aussi, de condamnation de cet acte odieux. Ce soir, nous avons les messages de l'État du Koweït, de la République du Gabon, de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, de l'Union des Comores, de la République de Côte d'Ivoire, de l'Association des Maliens de Washington, du Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire.
Des messages à travers lesquels tous expriment leur émotion et leur grande tristesse, tout en qualifiant d'ignoble, d'abject cet attentat. Aussi renouvellent-ils tous leur soutien au peuple du Mali et invitent la communauté internationale à unir ses efforts pour éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes et partout dans le monde. Même sentiment de révolte également à l'interne, partis politiques, associations, syndicats, bref, les Maliens se disent indignés, consternés par l'attaque barbare contre le Radisson Hotel. Plusieurs messages qui émanent ce soir de l'Alliance pour un Mali prospère, du parti élément, de l'association des travailleurs sociaux à la retraite, de la fondation Cheikh Mansour Haïdara, de l'association pour la défense des victimes de la répression, de l'ordre des ingénieurs conseils du Mali, le collectif des demandeurs des logements sociaux, de la coordination des associations, des ressortissants des cercles de la région de multi-résidents ici à Bamako, du conseil municipal et du bureau communal de la commune 4 de Bamako, de l'association Aoseko de Kita, de l'association Oronia de Kita, de la plateforme des chefs traditionnels et coutumiers Touareg du Mali, du club des amis de la Chine, et du parti Sadi, de l'Union des Maliens pour le progrès, du mouvement patriotique pour le Mali, de la Fédération pour la paix universelle, section Mali, de l'Association islamique pour le salut, de la plateforme des femmes leaders du Mali, de l'Union internationale du notariat, commission des affaires africaines, de l'Alliance des générations démocratiques du Mali, du réseau APEM, le réseau d'appui au processus électoral au Mali. Et ce sera tout pour ce soir, Nana Traoré. Merci Ibrahim Adjobélé. Et je vous invite à présent à faire un tour sur les lieux de l'attentat du vendredi dernier, je vais dire à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. C'est le président de l'URD, chef de file de l'opposition, qui s'y est rendu cet après-midi. Soumaïla Sissé s'est ensuite porté au chevet des blessés à l'hôpital Gabriel Touré pour s'informer de leur état de santé. Daouda Sidiki Diarra a suivi la visite. La tragique attaque de l'hôtel Radisson par des terroristes le vendredi dernier a touché toutes les sensibilités. C'est dans ce sens que le chef de file de l'opposition est venu apporter sa compassion aux autorités de l'hôtel Radisson. Nous avons tenu à venir ici vraiment pour marquer notre solidarité, pour dire aussi que nous condamnons et nous déplorons avec force et vraiment sans équivoque ce qui est arrivé ici. J'ai eu déjà la chance de parler au chef de l'État, au Premier ministre, pour présenter les condoléances à l'ensemble de la nation. Je pense aujourd'hui aux familles endeuillées, aux blessés, leur dire que tout le Mali et tous les Maliens sont avec eux aujourd'hui. Nous sommes tous meurtris. Selon Soumaïla Sissé, au-delà des clivages politiques, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui est en jeu. Je pense très sincèrement aujourd'hui que chaque Malien doit être un soldat qui lutte contre le terrorisme. Et pour cela, j'en appelle à chaque citoyen qu'il y ait une mobilisation citoyenne certaine, que chaque citoyen soit prêt à donner les renseignements utiles, et il y aura de bons renseignements et au bon moment pour aider nos forces de sécurité. Et sans cela, ça va être extrêmement difficile. Et nous voyons que cela peut arriver n'importe où. Et c'est arrivé malheureusement chez nous aussi. Nous sommes interpellés par nos comportements et nous devons tous veiller et être désormais vigilants. À 17h, la délégation s'est rendue au chevet des malades à l'hôpital Gabriel Touré, cela afin de s'imprégner de l'état de santé des blessés dans la salle de réanimation. C'est l'occasion pour moi d'abord de féliciter le corps médical parce que sur les 7 blessés, il reste juste un et nous lui souhaitons vraiment prompt rétablissement. Et ceux qui sont partis aussi, j'espère que leur santé va largement s'améliorer. C'est aussi pour moi l'occasion vraiment de féliciter les forces de défense et de sécurité pour leur courage l'autre jour, de féliciter le personnel de l'hôtel qui s'est battu, qui s'est organisé pour ça, de féliciter aussi l'ensemble des Bamakois parce qu'ils n'ont pas cédé ni à la panique ni à la peur. Le chef de file de l'opposition a remis une enveloppe symbolique aux malades.
Et je vous signale que le président du groupe hôtelier Résidor, auquel appartient l'hôtel Radisson Blu de Bamako, a rencontré la presse cet après-midi où Wolfgang Neumann a exprimé son désarroi face à ce sabotage terroriste. Il a affirmé avoir été reçu par le chef de l'État à qui il a adressé la reconnaissance du groupe Résidor pour les efforts déployés par le gouvernement malien dans cette épreuve. Hors du Mali, la Tunisie, victime des nouveaux attentats après le musée du Bardo. Les terroristes ont cette fois-ci ciblé un quart de l'armée qui avait à son bord la garde présidentielle. Au moins 12 personnes sont mortes et 17 blessées, selon le ministère de l'Intérieur. L'explosion s'est produite près de l'une des principales artères de la capitale tunisienne, l'une des plus fréquentées de la capitale. Et justement, pour combattre le terrorisme, il faut unir nos forces. L'expression vient du président français en visite d'État à la Maison-Blanche. Hollande et Obama, unis sur les dossiers internationaux. Les présidents français et américains qui ont donné une conférence de presse conjointe depuis la Maison-Blanche ont été très clairs. Ils veulent poursuivre des frappes contre le groupe État islamique. Et au moment où on vous parle, une prise d'otage est en cours à Roubaix, en France. Et des hommes armés retranchés avec des otages. La prise d'otages a été précédée d'un braquage selon la mairie. Une unité du RAID a été dépêchée sur place. Ici, au Mali, signature du protocole d'accord de financement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako. L'Italie accorde au Mali plus de 7 milliards de francs CFA pour la réalisation du projet Kabbalah. Cette enveloppe boucle ainsi l'ensemble des financements de la première phase du projet. Khalifa Namatraouri, les détails. L'Italie demeure un partenaire privilégié du Mali. La coopération technique et financière entre les deux pays a débuté il y a une quarantaine d'années avec la réalisation au Mali d'importants projets de développement dans des domaines diversifiés. À travers ces présents accords, l'Italie met ainsi à la disposition du Mali une enveloppe de plus de 7 milliards de francs CFA destinée à la mise en œuvre de la première tranche du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de Kabbalah. Le projet de Kabbalah doit surtout assurer l'approvisionnement correct et durable en eau potable de Bamako et environ. L'Italie prend en charge une partie des ouvrages d'adduction et de distribution qui seront réalisés sur la rive gauche du fleuve Niger, destinés notamment à desservir une zone de la ville à partir d'un château d'eau à Doumanzana. Le Mali est sur le plus grand projet d'adduction d'eau potable de la sous-région. L'alimentation de la capitale à partir de la localité de Kabbalah. Et nous avons la participation au moins d'une dizaine de bailleurs de fonds pour un montant total de plus de 172 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, nous bouclons ce financement. Il restait la partie italienne de 11 milliards qui va servir à faire l'extension de l'étage de Korofina, la pose des conduites pour desservir toute la zone de la commune 1. Le projet Kabbalah constitue une des priorités du gouvernement du Mali. En un mot, un projet vital. Le cofinancement de cet important projet témoigne de l'importance que l'Italie accorde à la résolution du problème crucial de l'accès à l'eau potable, en général du développement du Mali, pour l'amélioration des conditions de vie des populations, et cette problématique de l'accès à l'eau potable demeure l'un des véritables défis de ce siècle. Face aux mutations climatiques, l'Italie est fière de son engagement dans la réalisation du projet d'alimentation en eau potable. L'eau n'est pas nécessaire qu'à la vie, je dirais l'eau et même la vie. C'est pourquoi nous sommes satisfaits de signer avec vous cet accord. Et ce geste témoigne une fois de plus de la volonté de votre État à nous accompagner dans l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment celui de l'accès à l'eau potable. La signature de ce protocole d'accord boucle ainsi le processus de mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du projet de Kabbalah. Le ministre de l'administration territoriale a présidé ce matin une rencontre avec les représentants des partis politiques. L'ordre du jour portait entre autres sur l'élection partielle d'Ansongo prévue le 10 janvier 2016 suite au décès du député Alidou Bonzé. Mahamadou Doumbia, compte rendu.
Le premier tour de l'élection partielle dans la circonscription électorale d'Ansongo est prévu pour le 10 janvier 2016 et le dernier délai du dépôt de candidature est prévu pour le 25 novembre 2015, comme souligné par le ministre de l'administration territoriale, Ablaye Idrissa Maïga. Chaque fois qu'il s'agit de partiels, tenus par ce champ légal, par ses obligations de la loi, nous devons effectivement laisser s'exprimer les opinions des uns des autres, pour préparer le cadre de la compétition. Et cette fois-ci, ça se fait dans un espace beaucoup plus difficile. Au dire des représentants des partis politiques, l'inquiétude face à l'insécurité est un point non négligeable pour la réussite du scrutin. Le directeur général de l'administration territoriale rassure. Naturellement que cet aspect sécuritaire a été pris en compte par le département. Vous savez, il n'y a pas de sécurité assurée à 100%, surtout dans le contexte dans lequel nous évoluons, et particulièrement dans les régions nord du pays. Mais je peux vous assurer que le département est en train de prendre également toutes les dispositions en relation avec les autorités régionales, locales de Gao, et particulièrement la circonscription administrative et électorale d'Ansongo, pour que la sécurité soit assurée et que nos compatriotes de cette circonscription puissent voter dans la sérénité, dans la paix et dans la quiétude. L'élection partielle d'Ansongo coûtera à l'État malien environ 140 millions de francs CFA. Face à ces dépenses, en cas de vacance des sièges à l'Assemblée nationale, le département de l'administration territoriale est en réflexion afin d'encourager la suppléance pour le choix d'un député. Nous allons naturellement continuer à échanger avec la classe politique sur certains aspects et qui concernent naturellement également la suppléance. Faut-il aller vers la suppléance? Faut-il garder le statu quo? Je pense que c'est un débat politique qui sera entre la classe politique et le ministère de l'administration territoriale. Cette élection partielle d'Ansongo fait suite à la disparition de l'honorable Alidou Bonzoy, décédé le 31 août 2015. Rentrée politique du parti Rassemblement pour le développement et la solidarité RDS. La solidarité, la régionalisation, le développement durable et les élections ont été largement évoqués au cours de la cérémonie. C'était le samedi dernier ici à Bamako. Alpha Maïga, reportage. Et voilà le Rassemblement pour le développement et la solidarité RDS en avant pour sa rentrée politique. Les membres de la direction du parti visitent ainsi le tout nouveau siège de la sous-section de Dialakorodji. Ils sont mobilisés autour d'un concept, la paix. Mieux, une paix durable au Mali. La paix durable n'est ni une paix de circonstances, ni une paix figée, ni une paix au rabais. La paix durable pour le Mali est celle qui sera issue de l'accord d'Alger, celle qu'il faut construire patiemment, intelligemment, sur les principes acceptés d'un commun accord par l'ensemble du peuple malien le 15 mai 2015 et le 20 juin 2015. Cette paix au Mali repose sur 4 piliers. C'est du moins le constat fait par le parti RDS. La sécurité qui résulte de la pacification sans état d'âme de notre pays, en balayant en priorité le Massina, le Gourma, Tombouctou, Gao et Kidal. La régionalisation est celle qui permet le respect des diversités culturelles. Le développement que nous prônons est tout simplement le développement durable qui est nécessairement équilibré. Et là, il faut une mobilisation dans une logique politique. J'affirme que notre parti est résolument engagé aux côtés du président de la République, M. Ibrahim Boubacar Keïta, pour son combat juste et résolu, son patriotisme vrai et pour le Mali définitivement rétabli et éternel. C'est la commune de Dialakorodji dans le cercle de Kati qui a abrité la rentrée politique du RDS au titre de la nouvelle année 2016. Le ministre de la Réconciliation nationale, Zahabi Ould Sidi Mohamed, était à Gossi dans le cercle de Gourma Raous. Dans cette localité, les communautés s'y sont retrouvées pour parler de paix et de réconciliation nationale. La rencontre intercommunautaire dénommée Forum de Gossi a comblé les attentes. C'est du moins ce qu'affirme le ministre Zahabi Ould Sidi Mohamed, qui nous donne ici ses impressions au micro de Boubacar Sissoko.
On a eu cette rencontre inter- et intracommunautaire avec une large participation des leaders traditionnels, des autorités traditionnelles, des élus locaux. Il y avait tous les maires des communes environnantes, de Gossi aussi, et du député du cercle de Gourbararous. Et en plus, il y avait la participation aussi des responsables des mouvements, c'est-à-dire de la plateforme et de la SEMA. Et cette rencontre, je peux dire qu'elle marque un bon départ pour la réconciliation dans la localité de Gossi, dans son secteur, parce que Gossi est une ville carrefour dans laquelle où vous avez des gens qui viennent d'un peu partout. Et le fait qu'à Gossi, les gens puissent se parler, qu'ils puissent discuter librement de toutes les questions liées au vivre ensemble, à la cohésion sociale, je crois que c'est important. En plus, il y a eu d'importantes délégations qui sont venues des 3 camps de réfugiés du Burkina, qui ont aussi pris part à la réunion et qui ont eu à apprécier la situation. Et certains parmi eux m'ont confié qu'ils allaient chercher à accélérer leur retour. Il y a déjà certains qui sont venus, il y a eu des retours volontaires, mais le fait que ceux-ci viennent et qu'ils voient qu'à Gossi le vivre ensemble est possible, qu'ils peuvent rejoindre leur maison et revenir au bercail, je crois que c'est très important. Alors pour moi c'est ça, Gossi c'est un nouveau départ pour les habitants de cette localité et aussi ça marque un retour de la confiance. En plus de cela aussi, le fait qu'un ministre de la République vienne à Gossi, qu'il dorme 2 nuits à Gossi avec les populations, je crois aussi que ça certifie à ces populations que l'État, le gouvernement ne les oublie pas et que nous sommes aussi présents partout sur le territoire national. Chaque fois qu'il y a un étranger qui arrive à louer une maison, à louer un appartement, qui arrive même de passage, qu'il y ait un système dans le quartier, premièrement, qui l'identifie, qu'on sache qui c'est, et si il est dans une résidence hôtelière, qu'on fasse une photocopie de sa carte d'identité et qu'on la donne aux forces de l'ordre, et s'il n'est pas identifiable, eh bien on appelle les autorités pour aider à l'identifier. Et ces fiches doivent être transmises à tous les commissariats de police qui vont les comparer avec leurs fichiers. Et s'il y a quelqu'un de suspect, il faut le signaler. Parce que si on ne dit rien, finalement, on devient non seulement victime soi-même. Aujourd'hui, les gens connaissent là où ces gens-là se trouvent. Il y a une poche dans la région de Tombouctou, il y a une poche dans l'Adrar des Ikfora, il y a une poche dans le delta central. Et il y a une autre poche dans la forêt de Ouagadougou. La poche qui était du côté de Sikasso, elle a pu être maîtrisée. Celle de Mopti, le gouvernement est aux prises avec. L'armée est en train de faire de son mieux là-bas. Et le dernier point, il faut qu'on aille au cantonnement rapidement des combattants. Le cantonnement permettra aussi de limiter le mouvement de ces troupes-là. Le gouvernement les a félicités de leur condamnation de cet acte, la plateforme et la SEMA qui sont avec nous aujourd'hui. Alors il faudrait qu'on accélère le cantonnement pour connaître leur position afin que facilement on puisse identifier où se trouvent ces groupes-là qui sont contre la paix, qui sont contre la stabilité. Voilà, le ministre de la Réconciliation nationale, Zahabi Ould Sidi Mohamed, qui nous parlait de la rencontre intercommunautaire dénommée Forum de Gossi. Et je vous signale que l'association des hommes de caste de la région de Tombouctou, compte tenu de l'état d'urgence décrété par le président de la République, reporte sa soirée de la paix et de la réconciliation nationale qui était prévue le samedi
samedi 28 novembre 2015. Soirée donc reportée au samedi 5 décembre 2015 au CICB à partir de 21h. C'est ce qui nous rapporte en tout cas le président de la commission d'organisation de l'association des zones de caste de la région de Tombouctou, Ama Aga Sherif. En 5e région, la commission Vérité, Justice et Réconciliation a rencontré ce lundi les acteurs de la paix et de la réconciliation de la région de Mopti. L'objectif, informer sur les missions de la commission et recueillir leurs observations. Moustapha Doumbia. Il s'agit d'une mission d'information et de sensibilisation qui vise à vulgariser le mandat de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, à échanger sur sa stratégie d'intervention et à impliquer les populations. Des échanges, il ressort que la commission a pour mission principale d'établir la vérité sur les violations des droits de l'homme en vue de contribuer à la réconciliation et au renforcement du processus de paix. Nous sommes organisés en sous-commission, nous avons des antennes sur le terrain. Donc c'est pour présenter tout ça aux uns aux autres et puis recueillir leur avis, leurs suggestions, leurs observations, leurs recommandations pour nous permettre d'améliorer tout ça. Les principales préoccupations évoquées au cours de la rencontre portent sur la prise en compte des administrateurs victimes de conflits, la protection des témoins et la situation sécuritaire dans les cercles de Douanza et Tenenkou. C'est un travail très sensible. Les témoins doivent être sécurisés et c'est une question sur laquelle nous travaillons avec les autorités compétentes. Par rapport aux administrateurs qui ont été victimes, je crois qu'il y a non seulement des actions spécifiques qui sont mises en œuvre par rapport à l'autorité de tutelle, mais également toutes les victimes sont éligibles à la commission Vérité, Justice et Réconciliation. La rencontre d'information et d'échange a regroupé les autorités administratives et politiques des 8 cercles de la région de Mopti, les maires, les représentants des conseils locaux de jeunesse et de la société civile, entre autres. La coopération sanitaire entre la République du Mali et celle d'Égypte est au beau fixe. L'ambassade d'Égypte vient d'offrir au CHU du Point G 10 générateurs de dialyse. Abdul Karim Kaba nous parle de la cérémonie de remise. D'une valeur d'environ 150 millions de francs CFA, ces 10 générateurs de dialyse sont un don de la République d'Égypte au Mali. Avec ces machines, ce sont 30 malades par jour qui seront pris en charge. Cette donation permettra dans l'immédiat de rajeunir notre parc d'une part et d'autre part d'augmenter notre capacité de prise en charge en réduisant ainsi la charge de travail du personnel de dialyse qui assurait des séances tardives jusqu'à souvent 2h, 3h du matin. Il faut signaler que cet accompagnement vient renforcer les efforts déployés par le gouvernement du Mali à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, afin de rendre les séances d'hémodialyse plus accessibles à tous les patients qui en ont besoin. C'est le lieu de vous assurer que le gouvernement égyptien et son peuple restera toujours à côté du gouvernement du Mali et de son peuple frère, et dans tous les domaines pour renforcer davantage les liens historiques unissant les deux peuples. Par ailleurs, l'Égypte offre son expertise en matière de la formation de vos cadres de santé et dans les différentes disciplines médicales. Cette donation vient ainsi améliorer le plateau technique de l'unité de dialyse du CHU Pongé. Cette remise de générateurs de dialyse s'inscrit dans la continuité de la coopération sanitaire entre le Mali et l'Égypte. Inciter la diaspora à mieux connaître les opportunités et investir judicieusement dans le secteur agricole au Mali, tels sont les objectifs d'un forum organisé le week-end dernier à Paris par l'association Inagrim et ses partenaires sous l'égide du ministère du Développement rural et de l'ambassade du Mali en France. Le commentaire est signé Mohamed Ouldomamoudi. Ce forum, organisé par l'Association Initiative Agricole pour le Mali en France et son partenaire le CIAD, a bénéficié de l'appui technique du ministère du Développement rural. Cette rencontre a été une bonne opportunité pour édifier les participants sur la situation du secteur agricole au Mali et les mécanismes incitatifs pour un investissement sécurisé. Nous avons organisé ce forum en partenariat avec le CIAD et la mairie de Montreuil pour mettre en lumière
l'agriculture malienne pour inciter les Maliens à s'investir dans l'agriculture. On sait que l'agriculture est une activité très très importante au Mali, donc il faut mobiliser les Maliens, les sensibiliser aux enjeux, aux opportunités de l'agriculture au Mali. Nous nous réjouissons, nous, au niveau du ministère du Développement rural, que la mairie de Montreux, l'association INAGREM et tous ses partenaires aient quand même maintenu ce forum, et nous tenons à dire, à marquer tout notre engagement, tout l'engagement de notre ministère pour les activités de l'INAGREM. Simplement pour dire que l'INAGREM, de par ses activités, on voit qu'elle incite les Maliens, jeunes et femmes, hommes, à aller investir dans les activités agricoles. De l'avis de tous, les rencontres de ce genre doivent se multiplier tant les Maliens de la diaspora sont soucieux de contribuer efficacement au développement économique et social de leur pays. Pour rappel, l'initiative agricole pour le Mali en France est une association agricole créée en France par la diaspora malienne pour promouvoir les activités agricoles au Mali. Et à Bamako, le projet d'appui aux communes urbaines PACUM attend investir 10 milliards de francs CFA pour finaliser des études et des ouvrages dans les villes bénéficiaires du projet courant 2016. La 10e session du comité d'orientation du projet s'est tenue au CICB et c'était en présence de Moïse Traoré. La concrétisation du plan annuel de travail 2016 nécessite une enveloppe de 10 milliards. Le projet d'appui aux communes urbaines du Mali, PACUM, entend mettre l'accent sur les investissements dont les études ont été réalisées en 2015 et d'autres qui feront l'objet d'études. Le principe du projet, c'est que les conseils sont totalement responsabilisés sur le choix des investissements. C'est en fonction des besoins prioritaires des populations pour améliorer leur cadre de vie que au niveau de chacune de ces villes-là sont élaborés des plans triennaux d'investissement qui sont glissants. C'est-à-dire qu'un plan triennal, si on n'arrive pas à réaliser les actes prévus d'une année, l'année suivante, on juge de la pertinence du maintien ou non de ces activités-là. Cette 10e session ordinaire se tient en présence de représentants de 6 des 7 villes bénéficiaires. Le PACOM est un outil de mobilisation et de transfert de ressources aux collectivités territoriales. C'est dans ce cadre que se situent les inaugurations faites dans les villes de Bamako, Koutiala et de Mopti d'infrastructures routières et d'assainissement constituant les premiers travaux lancés par le projet. La clôture du projet est prévue le 30 juin 2017. L'Alliance pour la démocratie au Mali a 25 ans d'existence. Pour commémorer cette date, la DEMA Association a organisé une conférence débat pour faire le bilan des acquis. Al-Jumatina nous en parle. Fruit de la longue et courageuse lutte des patriotes maliens organisée au sein des partis clandestins, l'association Alliance pour la démocratie au Mali, connue sous le nom ADEMA Association, commémore son 25e anniversaire. Il s'agit ainsi, à travers cette conférence, débat, de partager les informations sur la vie de l'association et son état de santé. Nous avons contribué à l'avènement d'une société démocratique, une république démocratique, avec des institutions qui, grâce à Dieu, fonctionnent toujours. Nous avons réussi à réaliser certaines attentes des populations, mais malheureusement, il reste beaucoup à faire, que ce soit tous les domaines de la vie. L'association s'est énormément distinguée dans le passé par d'intenses activités de mobilisation et de formation politique. Énormément de choses ont pu être faites pendant ces 25 dernières années, depuis donc mars 91 jusqu'à aujourd'hui, mais en même temps nous sommes obligés de reconnaître qu'il reste encore énormément à faire et qu'il y a une sorte de relâchement des démocrates, comme si l'esprit de sacrifice, l'esprit d'engagement patriotique dans notre pays est en train de petit à petit s'en aller. De quelque bord politique qu'on soit aujourd'hui, il y a un sursaut patriotique qu'il faut avoir. Présents à cette commémoration, plusieurs responsables des partis politiques ont retiré leurs remerciements à l'association pour son engagement à la consolidation du processus démocratique. L'association Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA Association, est officiellement née le 24 octobre 1990. À Tombouctou, lancement des activités de sensibilisation du programme Mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP. Le MAEP veut redynamiser cet instrument qui constitue le moteur du développement et de la bonne gouvernance. La correspondance de Amou Soumeila.
Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP vient d'initier une rencontre d'échange à Tombouctou pour redynamiser cet instrument si important pour notre pays. Cette rencontre a regroupé les chefs des services régionaux et les organisations de la société civile. Un programme qui vise à la relance des activités de la commission régionale de gouvernance dans les régions. Donc après Kaï, Koulikoro, Ségou, Mopti, donc c'est autour de Tombouctou. Donc, pour voir le lancement de cette activité. Ce mécanisme parle de paix, c'est parce que le mécanisme pose le premier principe pour un développement économique accéléré de l'Afrique, qu'il faut qu'il y ait la paix et la stabilité politique. Pour les autorités administratives, ces programmes étaient moteurs pour la relance du développement économique de notre pays. Cette rencontre et les autres qui vont suivre visent la sensibilisation des acteurs locaux sur le mécanisme africain d'évaluation par les pairs et ses principes pour la promotion de la gouvernance. Il est ainsi, après quelques autres, que la dynamique pour la promotion de la démocratie, l'amélioration de notre système de gouvernance jusqu'au niveau local est bel et bien répartie dans un Mali indivisible. Et ainsi, des séances de travail vont être organisées à l'intention des acteurs locaux des cercles afin de renforcer leurs capacités en matière de gouvernance locale. Le programme d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'adaptation au changement climatique sera bientôt opérationnel, financé par la GIZ allemande et l'Union européenne à hauteur de 5,5 millions d'euros. Il a été présenté ce vendredi aux acteurs concernés de la première région. Kabadjara. Le programme d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'adaptation au changement climatique, ASNAC, et le projet planification innovante visant l'adaptation au changement climatique au Mali sont des projets financés par la coopération allemande, GIZ et l'Union européenne. Ils couvrent 4 régions à savoir Kaï, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Au cours de cette rencontre, il s'agissait de présenter aux acteurs de la région de Kaï le dit programme. C'est pour partager le programme, les ambitions et les objectifs, les activités également à mener au niveau régional, surtout au niveau de la région de Kaï, pour que les acteurs intervenant dans ce secteur puissent nous aider à identifier, vu les critères qu'on va élaborer ensemble, identifier ces localités. Le GIZ a une longue histoire de coopération avec Mali, notamment dans le secteur de l'environnement. L'Allemagne et le Mali est très très proche. Il y a l'indépendance 1960 et nous allons continuer cette proche coopération. Les acteurs régionaux seront impliqués dans la mise en œuvre des mesures d'adaptation au changement climatique. C'est pourquoi le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur Yaya Diallo les a appelés à s'impliquer pour avoir un document qui permet à la région d'avoir une bonne politique d'adaptation au changement climatique. Les responsables du Centre international de développement de l'engrais en visite dans la région de Sikasso, la diffusion à large échelle de la technologie placement profond de l'urée, objet de la tournée. Une technologie qui peut bel et bien contribuer à améliorer les revenus des producteurs, nous précise Fatoumata Diallo. Avec ses 400 hectares de riz, l'entreprise Bakari Togola située en Tchila Maro Nyamala a été le point de convergence des hommes de médias, des producteurs et de leurs encadreurs en cette journée spéciale de visite commentée. Et pour cause, la diffusion à large échelle des avantages de la technologie, placement profond de l'urée PPU, mise en œuvre dans cette localité. Elle est une initiative des gouvernements américains et maliens pilotée par le Centre international de développement de l'engrais, IFDC. Les avantages sont multiples. Les coûts pour les producteurs baissent parce que la vulgarisation conseille au Mali 200 kg d'urée à l'hectare et 100 kg de DAP à l'hectare. Quand on est dans les bas-fonds, comme le cas d'ici, il y a 300 kg à l'hectare. Alors avec le placement profond de l'urée et les granules, ça descend jusqu'à 113 kg à l'hectare.
La visite commentée, comme son nom l'indique, a permis aux participants venus des régions de Ségou, Mopti, Tombouctou et de Sikasso de voir de près non seulement la technologie en application dans les champs et les outils d'application, mais aussi de suivre des témoignages en sa faveur et des démonstrations de fabrique de granules durées. Que les paysans qui sont venus à la rencontre s'approprient de la technologie et arrivent en tout cas à faire de ça en tout cas un cheval de bataille. Notre objectif, c'est pas seulement de rester dans l'aspect démonstration. Il faudrait qu'on aille tout de suite en tout cas à la diffusion, à la mise à l'échelle de cette technologie. À l'issue de la visite, la région de Tombouctou se dit prête à accueillir le programme PPU. Mais en attendant, l'entreprise Bakary Togola mise déjà au terme de cette campagne agricole sur 28 000 tonnes de riz, selon son technicien d'agriculture, Elhadj Chaka Kone. Sur un tout autre plan, le Mali a rendu un dernier hommage mérité hier à Ismaël Konaté, décédé à l'âge de 78 ans des suites d'une longue maladie à Tunis. L'homme qui est membre fondateur de l'Union malienne des aveugles et de beaucoup de structures de la société civile a parrainé cette année le mois de la solidarité. Il a été élevé au cours de ses obsèques par le président de la République au grade de grand officier de l'Ordre national du Mali, au cours d'une cérémonie qui a noté la présence des membres du gouvernement, des présidents d'institutions et une foule nombreuse. Modibo Mariko, reportage. Le ciel particulièrement clément ces jours semblait accompagner le deuil de toute une famille, la famille Konaté, mais pas seulement, car à côté de la reconnaissance divine, il y avait aussi celle de toute une nation. Bien né, bon et généreux, tel tu fus ta vie jusqu'au bout. Tu as servi ta patrie malienne avec honneur et dignité, le genre humain avec conviction profonde. Toute l'humanité, c'est en raison de cela qu'en vertu des pouvoirs qui sont miens aujourd'hui, grand maître des ordres nationaux du Mali, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'ordre national du Mali. Rarement, une exception aurait été méritée. Merci. Merci tonton. Une reconnaissance rarement méritée car le récipiendaire fait partie de la race des pionniers de l'action sociale et de la classe de ceux qui ont réussi avec brio à faire de leur handicap un espoir pour ses semblables. Membre fondateur de l'Union malienne et africaine des aveugles dont il fut d'ailleurs le premier président, Ismaël Konaté aura été de beaucoup de combats de la société civile malienne. L'homme a été aussi vice-président et ambassadeur de la panafricaine des personnes handicapées et dernièrement parrain du mois de la solidarité 2015 pour ne citer que cela. Au moment de tirer sa révérence, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'homme a su bien préparer la relève. En créant l'Institut national des aveugles du Mali, en 1973, il a donné espoir aux enfants en situation de handicap visuel, à leurs parents et à toute la communauté nationale. Je crois que pour M. Konaté, l'action parle plus que le mot. Il a beaucoup réalisé. Konaté, en réalité, c'est un laboratoire d'idées, un homme d'action. Ismaïla, c'est celui qui a compris que la société civile nous autorise, nous oblige, dans toutes les circonstances, à chercher le meilleur pour ce que nous défendons, et pour son cas, il s'agissait des personnes handicapées. C'était un ouvrier, c'était un tisserand, c'était un artisan, c'était un jardinier. Et tout cela, je l'ai vécu auprès de lui. Cela nous a donné le sens pratique de la vie et nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Ismaël Konaté entre à l'école en 1944 à Toukoto. Ses études secondaires se passent au lycée Terrasson de Fougères, actuel lycée Asker Mohamed. Ismaël Konaté obtient ses diplômes d'études supérieures à l'Institut des études administratives africaines de Dakar, puis à l'école administrative du Souda qui venait d'ouvrir ses portes en 1958. L'homme servit d'abord à Nara, puis à Gao. Il fut chef de cabinet du gouverneur. Alors qu'il était promu à une brillante carrière, Ismaël Konaté perdit la vie à l'âge de 27 ans. Mais la perte de la vue ne signifie pas pour lui la perte de la vie, loin s'en faut. Je retiens de vous, M. Ismaïla Konaté, un travailleur acharné,
résolument engagé pour la promotion sociale des personnes handicapées. Je retiens de vous la passion qui a été la vôtre au moment de la création de l'association malienne pour la promotion des aveugles. Une association qui a été créée et qui a grandi grâce à la confiance et à l'enthousiasme que vous avez su communiquer à de grandes personnalités de ce pays. Une grande perte pour la nation, pour l'action sociale au Mali, ainsi que pour sa famille particulièrement reconnaissante ces jours. Mon père était un personnage à la fois singulier et particulier. Il se prenait à rêver de choses possibles et même impossibles. Il se plaisait à réfléchir tout le temps, à penser et à imaginer en même temps qu'il s'imaginait. Il arrivait un jour qu'il fallait donner cette chance aux enfants aveugles et malvoyants, d'apprendre le braille, d'aller à l'école comme les voyants et d'aller même en compétition avec les voyants et souvent contre eux s'il y avait Dieu. Ce président, la République a honoré mon père. Que la République soit fière de ce que les enfants de mon père, mes 4 sœurs et moi-même, ma mère et les nombreux enfants de mon père, directs ou indirects, sont fiers. Écoutez, vous l'avez dit, hein, tout a été dit le concernant. Cet homme était multidimensionnel. Chacun en a dit un pan. Pour ma part, je retiens que c'est un grand fils du Mali qui est parti aujourd'hui, un grand patriote, un grand militant de l'humanitaire, un homme généreux, je l'ai dit, un homme de bien. Et je voudrais vraiment ne pas aller au-delà de ça. Homme de bien, il fut. Homme de générosité, il fut. Au service des autres et de l'humanité, il fut. Tel était Ismaël Konaté. Chacun de nous a mille raisons de le pleurer. Mais je souhaite qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille parmi les bienheureux. Qu'il le couvre sa grâce. Et qu'il nous fasse le bénéfice de son expérience pour que chaque jour nous nous améliorons à l'aune de ses enseignements. Tonton de Rampé. Le grand Baba s'en est allé à l'âge de 78 ans en laissant derrière lui sa femme, ses enfants et toute une nation dans la douleur. Il repose désormais au cimetière de Niamakuru. Dort en paix, doyen. L'hommage de toute une nation, de toute une génération à tonton Ismaël Konaté, dort en paix. Amen. Nous voilà à la fin de cette édition. Je vous souhaite une excellente nuit. La météo tout à l'heure avec Abibatou Djakité, la page PMU avec Abdul Karim Kaba. Retrouvez Rachel Tessougui dans nos éditions du matin et moi je me ferai un réel plaisir de vous retrouver pour les éditions du soir. Merci à la rédaction et à toute l'équipe de réalisation de ce journal. Grand merci à nos téléspectateurs de Gogi, de Nara, de Nyoro, du Sahel et d'Ambidebi. C'est au Mali. Bonsoir à tous.